Merci de nous rejoindre en direct sur Europe 1. J'accueille mes débatteurs de la première heure, ma chère Véronique Jacquier, journaliste politique à CNews. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Et Michel Fayad, analyste politique et géopolitique. Bonsoir Michel. Notre invité ce soir dans Europe 1 Soir, Pascal Perry, économiste, auteur de Ces présidents qui nous ont fait tant de mal aux éditions Plomb. Alors pour les auditeurs qui nous suivent sur les caméras, enfin sur l'application Europe 1, le site, Ces présidents qui nous fait tant de mal. Alors on voit François Hollande, Mitterrand, Chirac, Macron et Nicolas Sarkozy. On est tenté de vous demander lequel nous a fait le plus de mal, Pascal Perry. Alors je pense que le point de départ... Bonsoir Stéphanie, bonsoir à toutes et tous. Je crois que le premier, c'est François Mitterrand. Moi, je situe le tournant aux années 1980. Giscard avait gardé la maison, mené une politique d'ailleurs très courageuse entre 1978 et 1980, une politique de rigueur budgétaire alors qu'on allait vers des élections. Vous savez, en général, quand on approche des élections, les candidats, surtout les sortants, lâchent. Ça n'a pas été le cas. Et donc, François Mitterrand, c'est la retraite à 60 ans. C'est la source, l'origine de nos difficultés pour financer la protection sociale. C'est 39 heures payées 40, la 5e semaine de congé payé. Et tout ça à crédit. À crédit avec un deuxième tournant dans les années 80, sous sa présidence, qui est celui de la désindustrialisation. Vous savez qu'on s'interroge beaucoup sur cette question. Moi, j'étais jeune journaliste à l'époque, j'étais en Lorraine notamment et dans le Nord, et la France a mis beaucoup d'argent sur la table pour financer le chômage, alors qu'au même moment, l'Allemagne, confrontée aux mêmes difficultés, mettait beaucoup d'argent sur la table pour moderniser son outil de travail. Il y a une erreur d'analyse complète des socialistes dans cette séquence, qui est que les socialistes ont lu Jérémy Rifkin, vous savez, qui a écrit la fin du travail. Et ils pensent que la désindustrialisation est un fait définitif. Or, évidemment, ça n'a pas été le cas. On a toujours besoin d'industrie. L'industrie, c'était sale. On allait laisser ça aux Chinois et à d'autres, aux Indiens. Et on acceptait de se désindustrialiser pour aller vers une société du temps libre et des loisirs, qui a été finalement une société de servitude et de petits boulots. Le début de la descente et de la chute. Mais vous dites, Pascal Perry, François Mitterrand, finalement, n'y connaissait pas grand-chose à l'économie et ça l'intéressait pas. Non, alors il considérait d'abord, premier point, que l'économie, c'est facile. Bon, pour avoir fait manifestement non. D'économie, je peux vous dire que c'est pas tout à fait aussi simple que ça. Et il était entouré, alors heureusement, il a été entouré par des gens qui avaient le sens de l'économie. Pierre Mauroy l'a empêché de commettre l'irréparable, Jacques Delors à l'époque, et Édith Cresson, que j'ai rencontrée, qui m'expliquait lors de ces rencontres assez récentes finalement que à chaque fois qu'elle évoquait... Elle vous a reçu chez elle, elle avait l'esprit assez vif d'ailleurs. L'esprit assez vif, d'une dame qui a plus de 90 ans aujourd'hui, mais qui a toujours l'esprit assez vif. Pourtant, elle a été décriée. Qui aime la vie, oui, mais vous savez, elle a été décriée par le sérail socialiste. Mais alors, elle parlait très souvent d'industrie. Elle ne voulait pas renoncer. Elle pensait que la France avait encore des atouts dans le domaine industriel et Mitterrand lui répondait à chaque fois: mais Edith, pourquoi vous me parlez sans cesse d'industrie? Enfin, sur le thème, vous m'indisposez. Péché originel. Péché originel, en effet. Et donc, on a vécu d'abord avec des dévaluations. On a financé le modèle social avec des dévaluations, à l'époque où on avait le franc. Et puis ensuite, à crédit, c'était tellement simple qu'on accumulait la dette pour la repousser. J'ai réécouté, il y a quelques jours, un échange entre François Mitterrand et des journalistes. Je ne sais pas si c'était pas Alain Duhamel à l'époque déjà. Et peut-être Arlette Chabot déjà à l'époque aussi. Et Mitterrand disait, bon voilà, on fait la retraite à 60 ans, mais la démographie va évoluer et il appartiendra à mes successeurs de régler les curseurs. Ce qui n'a jamais été fait. Et on y est encore, mon Dieu, on y est encore. Vous parliez de la destruction du travail, vous dites clairement, ce que beaucoup disent, mais enfin vous le rappelez dans votre livre, l'emploi évidemment est la clé du redressement. Si nous avions en France le même taux d'emploi que l'Allemagne, qui est à 77%, et nous on est à 68,8%, on serait sorti d'affaires. C'est exact. Alors le taux d'emploi, c'est le nombre de gens qui travaillent sur le nombre de gens en âge de travailler. Et on voit bien que en France, on a
Alors c'est ça, on a un segment de 30 à 55 ans qui correspond à l'étiage de nos voisins. Le milieu ça va, mais c'est les extrêmes qui pêchent. Voilà, on parle des deux bouts de l'omelette, vous savez. C'est-à-dire que les jeunes, et puis au-delà de 55 ans, il n'y a pas suffisamment de gens en emploi. Alors la responsabilité pour les jeunes, c'est souvent des formations qui font défaut, c'est des voies de garage. Dans le domaine universitaire, qui produisent d'ailleurs beaucoup de frustration, parce qu'on fait un master en sociologie ou en histoire ou en lettres modernes ou classiques, etc. Puis on se retrouve avec un petit boulot qui est mal payé, ça produit de la frustration. Et puis on a en France aussi des employeurs qui n'ont pas toujours été très civiques, pas toujours éthiques, qui mettent les Françaises et les Français à la porte à 55 ans en considérant que ce sont des seniors. Au même moment, le MEDEF réclame le passage de 62 à 64 ans pour l'âge légal de départ en retraite, donc il faut être cohérent. Oui, ça, il va falloir effectivement changer les mentalités. C'est ça, vous avez raison. Si nous avions le même taux d'emploi que nos voisins, allemands notamment, nous aurions chaque année 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros, oui, 100 milliards d'euros on aimerait bien les trouver fiscales et sociales supplémentaires.